Marc Lévy est considéré comme l'écrivain français le plus lu dans le monde, avec plus de 50 millions d'exemplaires vendus, des traductions en 50 langues. Le conte de fées a débuté il y a 23 ans avec la parution de son premier roman, Et si c'était vrai, dont les droits ont été rachetés par Steven Spielberg pour l'adapter au cinéma. À 39 ans, Marc Lévy a donc démissionné du cabinet d'architecture dans lequel il travaillait pour se consacrer pleinement à l'écriture. Depuis, l'histoire vous la connaissez, il a écrit plus de 20 livres, tous des succès. On a le plaisir de le recevoir aujourd'hui sur Sud Radio. Marc Lévy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre dernier ouvrage, Éteignez tout et la vie s'allume, date d'il y a presque un an. Alors, pour les nombreux fans, à quand la prochaine sortie ? Bientôt, très bientôt. Je viens de terminer l'écriture d'un roman. Je ne peux pas vous en dire grand-chose pour l'instant, parce Dommage. Oui, je sais, j'aurais bien aimé, mais c'est comme ça. Mais il sortira bientôt, oui. Vous explorez depuis de nombreuses années les relations humaines, le couple, l'amour, mais il y a aussi eu d'autres styles. On vous a vu prendre différents virages, notamment avec la trilogie des Neuf, adaptée par Costa Gavras pour la télévision. Dans quel style vous vous sentez le mieux, en définitive ? C'est intéressant. En fait, je crois comment dire, le rapport avec l'écriture, c'est un rapport, enfin, quand il n'est pas forcé, quand il n'est pas calculé, c'est un rapport avec l'instant présent, avec ce qui se passe dans votre vie au moment où vous écrivez le livre. C'est à chaque fois un voyage et c'est une décision qu'on a prise soi-même. Donc, quand j'ai écrit Éteignez tout et la vie s'allume, je sortais justement de 3 années d'écriture sur cette trilogie des Neuf, qui est beaucoup plus dure. Et j'avais envie d'écrire un livre qui me prenne dans ses bras. Oui. Et je voyais qu'il soit un grand moment de tendresse. Et donc ça va avec l'envie. L'écriture, c'est aussi une façon, enfin, c'est une réponse à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous révolte, à ce qui provoque en vous le désir. Donc, il y a des genres qui sont plus faciles que d'autres à travailler. Et pour moi, dialoguer dans une comédie, vous voyez, ça coule tout seul. Alors qu'un roman comme la trilogie des Neuf demande énormément de recherche et puis demande de camper des personnages. Mais voilà, mais j'ai aimé me plonger dans tous les genres d'écriture que j'ai entrepris. Vous avez en tout cas, vous êtes très prolixe depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez déjà été à court d'idées ? Est-ce que vous avez déjà eu cette fameuse angoisse de la page blanche ? Mais l'angoisse de la page blanche, c'est un cliché de l'écriture. Alors les clichés, c'est magnifique. Il faut surtout les préserver et les faire vivre, parce qu'au moins on peut se raccrocher à eux. Mais il y a il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle la page blanche. La page blanche, elle fait partie du quotidien de l'auteur. Vous, dans votre métier, quand vous préparez une interview, j'imagine que chaque jour, quand vous faites votre travail, tout ne vous vient pas spontanément et il y a un travail de réflexion et par moment vous dites mais qu'est-ce que je vais lui poser comme question. Bon, ça c'est la page blanche. Elle est absolument indispensable dans mon métier. C'est-à-dire qu'évidemment, à un moment donné, on va promener le chien et on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que j'ai entraîné ? Et il faut pas confondre ça avec une maladie qui a affecté un certain nombre d'écrivains à un moment donné d'écrivaines à un moment donné de leur vie, et la perte d'inspiration. Le fait de plus avoir envie d'écrire. Donc, non, j'en suis pas encore là. Bon, tant mieux. Et tant mieux pour vos nombreux lecteurs. En tout cas, le monde évolue, les rapports humains aussi, notamment avec les réseaux sociaux. Est-ce que cela a changé votre rapport à l'écriture ? Ça a changé mon rapport au monde, mais comme ça a changé notre rapport au monde. L'extraordinaire fracture de la société, la montée des haines, cette façon, c'est la montée des censures, la prédominance du hurlement sur la parole, c'est la conséquence directe des réseaux sociaux, qui n'ont d'autre dessein que de provoquer une forme, comment dire, d'addiction, de curiosité maladive. Vous savez, souvenez-vous, il y a quelques années encore, aujourd'hui ils ont perdu complètement de leur influence.
mais on guettait la presse à scandale. Enfin, beaucoup de gens guettaient la presse à scandale. Et même si des journaux comme Ici Paris enchaînaient mensonge sur mensonge, bon, il y avait ceux qui savaient que Ici Paris, il n'y avait rien à prendre au sérieux. Mais on guettait ça, le ragot, là, vous voyez, le potin, le truc qui allait ou vous faire rêver, ou au contraire vous mettre en colère. Aujourd'hui, entre guillemets, cette désinformation à scandale, elle rentre dans le quotidien. Donc évidemment que ça change notre rapport au monde. Moi, je m'en suis énormément protégé et distancié, mais ça joue un rôle très important dans mon écriture puisque c'est un des thèmes principaux de cette trilogie des 9. Ce sont ces hackers qui vont aller chercher qui vend cette désinformation et pourquoi, et à qui le crime profite. Il y a aussi l'intelligence artificielle, évidemment, qui entre dans le cadre de ce changement total de monde. Ça va révolutionner beaucoup de choses. Est-ce que vous craignez, Marc Lévy, d'être un jour remplacé par l'intelligence artificielle? Plus prosaïquement, les écrivains en tout cas. Non, moi je dirais que j'ai la chance pour ma génération, je pense qu'on est à peu près tranquille. C'est pour la génération à venir qui a plus de soucis à se faire. Mais je pense que pour les 50 et plus, on est encore, vous voyez, on restera, à mon avis, plus pointu que l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui vous interpelle, en tout cas, beaucoup. C'est un sujet qui est très, très inquiétant. Il ne s'agit pas de faire du catastrophisme. Vous savez, c'est fou parce que il y a 15 ans, quand on parlait du réchauffement climatique, ceux qui en parlaient étaient taxés de catastrophistes ou de catastrophisme. Et puis aujourd'hui, les forêts brûlent, enfin bref, on va la faire courte, mais c'est une réalité. L'intelligence artificielle, c'est un sujet d'une gravité absolument exceptionnelle. En ce moment, je lisais un article ce matin, l'intelligence artificielle en préparation de Google est en train d'apprendre les news en lisant le Daily Mail. Pourquoi? Parce que les archives du Daily Mail sont bien organisées. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle de Google est en train d'absorber la presse la plus trash du monde occidental, parce qu'on peut pas faire plus trash que le Daily Mail. Vous vous imaginez qui dans 15 ans va être capable de faire la part des choses entre la vérité et le mensonge? Et c'est un sujet qui est suffisamment grave, parce que quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis chez les partisans de Donald Trump, les maguistes, et dans tout le milieu de l'extrême droite, les faits n'ont plus aucune importance. Quand en pleine campagne, Donald Trump dit avec beaucoup d'arrogance, mais en même temps beaucoup de vérité, je pourrais tuer quelqu'un, abattre quelqu'un sur la 5e avenue, et il voterait toujours pour moi. Ce qu'il dit, c'est qu'il dit, les faits n'ont plus aucune importance. La seule chose qui compte, c'est la vérité que je vais vous vendre. Et en dépit de toutes les preuves apportées par la justice, de la tentative de corruption des élections, dans une démocratie, la corruption des élections n'est pas le fait le plus grave, on se demande ce que c'est, vous voyez. Eh bien, vous avez une majorité de sa frange qui continue à croire qu'il est victime d'un procès politique. Donc, ça veut dire que les faits, enfin, c'est exactement comme si vous êtes devant la fenêtre et vous voyez qu'il pleut, et puis votre conjoint vous dit, parce qu'il a vu la météo à la télévision qu'il fait beau, et vous lui dites, mais non, il pleut. Vous voyez, c'est devant ma fenêtre. Et la personne qui est devant la télévision vous dit, mais non, puisque je t'ai dit que les nouvelles viennent de dire qu'il fait beau. Ben, c'est ça, en fait, le mariage de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, c'est ça. Alors après, il y a des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle est très utile, notamment dans la recherche. Mais si les législateurs ne mettent pas l'intelligence artificielle comme, je dirais, n'importe quel appareillage industriel sous je vais vous prendre une image. La chimie a apporté des avantages extraordinaires à l'humanité. Mais si la chimie n'était pas contrôlée et réglementée par des normes, ce serait une catastrophe humanitaire. Et ben, l'intelligence artificielle, c'est aussi simple que ça.
Alors Marc Lévy, vous êtes en direct de New York, hein, où vous vivez depuis déjà plusieurs années. La France ne vous manque pas trop? Si, bien sûr, toujours. Mm. Mais évidemment, bah oui, oui. Mais je vis, enfin, oui, depuis plusieurs décennies. Mm. Euh, je vis, j'en ai besoin pour mon métier. J'ai C'est-à-dire? besoin de voyager. Oui, vous avez besoin de J'ai voyager. besoin. Oui, il faut que je voyage. Il faut que je sois loin voilà, comme un marin a besoin de prendre la mer. Donc oui, la terre vous manque et les vôtres vous manquent, mais il y a ce besoin, il y a cet appel du voyage. Moi, j'ai vraiment besoin de ça pour écrire. Mm. Que disent justement les Américains de la France? Est-ce que notre pays rayonne-t-il toujours comme avant? Ah oui, plus que jamais même. C'est un pays qui fascine les Américains, adorent la France. Ils aiment tout de la France. Mais d'ailleurs, je les comprends. Quand ils arrivent en France et qu'ils voient nos trains, je parle pas du métro à Paris, Non. mais quand ils voient quand ils voient nos TGV, quand ils voient nos hôpitaux, quand ils voient, vous voyez, quand ils se blessent pendant un voyage, qu'ils sont admis dans un hôpital, qu'ils sont soignés et que ça leur coûte rien, ils comprennent pas. Pourtant, les Français râlent Euh, beaucoup sur les hôpitaux, hein. Ça paraît incroyable ce que vous nous dites, parce qu'ici, on entend toute la journée des Français se plaindre de tout. Bon, vous le savez, on sort d'une séquence un petit peu compliquée, plus que compliquée d'émeutes. Et vous nous dites ça, c'est assez rafraîchissant. mais non, mais ce sont deux choses qui sont très très différentes. Vous voyez, vous pouvez trouver que la nourriture à la cantine n'est pas bonne, mais si vous arrivez d'un pays où on mange pas à sa faim, vous allez la trouver extraordinaire. Mm. Donc c'est une question de, comment vous dire, de rapport qu'on entretient aux choses. Les conditions de travail du personnel hospitalier en France sont terribles. Vous voyez, la rémunération, le sous-effectif, Mm. et ils sont terribles par rapport au niveau de soins que la population française attend à juste titre. Parce que comment dire, l'évolution, elle est jamais critiquable. Mais quand vous regardez ça du prisme américain, où le système de santé est réservé à ceux qui peuvent se le payer, où les assurances coûtent une fortune, et où, comment vous dire, la société américaine est tiraillée par ses excès, Mm. ils regardent la France avec une admiration sans borne, vous voyez. Alors, Mais oui. comme je dirais, quand un Français débarque au Japon, il est absolument fasciné par la propreté du Japon. Et il trouve que notre ville est sale. Mais si vous allez voyager dans plein de pays du monde, vous allez trouver que notre pays est drôlement propre. Donc c'est toujours une question Bien sûr. Et c'est de pour ça que c'est perspective. intéressant de vous entendre d'ailleurs sur Les ce point. Américains, ouais, les Américains sont d'abord ils sont fascinés par l'élégance française, ils sont fascinés par la cuisine, ils sont fascinés par les arts français, ils sont fascinés par notre patrimoine. Ils n'ont pas ce patrimoine-là, donc la pierre, l'âge de notre pays, puis ses paysages. J'entendais un Italien parler de façon extrêmement amoureuse de notre pays. Bah, écoutez, quand vous traversez la France, la beauté des paysages, la beauté la diversité de notre pays, sa culture gastronomique, son terroir, oui, je connais pas d'endroit plus beau au monde, hein. Il y a l'Écosse qui est magnifique. Alors, dans l'autre sens, on fait le chemin inverse. Depuis la France, on a parfois l'impression d'ici que les États-Unis se coupent en deux avec deux mondes irréconciliables. La suppression, par exemple, du droit à l'avortement dans les États républicains. En Floride, le gouverneur Ron DeSantis qui signe une loi sur l'interdiction des cours sur la ségrégation ou l'homosexualité. De l'autre côté, ceux que certains considèrent et dénoncent d'ailleurs comme des dictats du wokisme et la cancel culture. Certains auteurs comme Douglas Kennedy, par exemple, se plaignent même d'une forme clairement de censure. Est-ce que vous partagez son sentiment, Marc Lévy? Il y a toujours une question de bouteille à moitié pleine, de bouteille à moitié vide. Il y a, dans cette période que vit le siècle, d'abord, il n'y a jamais eu de siècle tranquille dans l'histoire de l'humanité, donc ça sert à rien de voir les choses de façon désespérée. Le mouvement de la liberté, c'est toujours produit comme une vague. Ça avance, ça recule, ça avance, ça recule, parce que ce sont des forces qui s'opposent. Et donc comment vous dire, dès que les gens de bien s'arrêtent, les forces du mal avancent. Donc la société américaine, elle est clivée entre deux forces d'intérêt.
une concentration extraordinaire de pouvoir et de richesse dans les mains d'un tout petit nombre d'individus et le reste de la population. Et ce tout petit nombre d'individus qui détient une très 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 grande partie de la richesse a compris que le seul moyen de préserver leur pouvoir et leurs privilèges, c'était d'instituer une nouvelle forme de capitalisme qui est le capitalisme autocratique ou le capitalisme dictatorial. Et le moyen de faire ça, c'est de s'appuyer sur les ultra-conservateurs et sur les ultra-religieux. Parce que dès que vous réussissez à refaire revenir la religion dans le pouvoir, vous êtes face à la seule personnalité politique qui n'a jamais été élue et que personne ne conteste la parole et dont tout le monde peut inventer la parole, c'est Dieu. Vous voyez, il y avait hier une image du patron de l'Église orthodoxe qui bénissait des chars. Qui partait vers le front. Donc, il était devant les voies de chemin de fer et il jetait de l'eau bénite sur les chars pour que ces chars tuent plein d'Ukrainiens. Je ne sais pas comment cet homme vit, là, vous voyez, fait l'extraordinaire contradiction de sa religion, mais c'est l'exemple même d'un religieux qui est entré en politique. Et à chaque fois que dans un pays, la religion et la politique se marient et s'unissent, ça donne naissance à une dictature. Parce que la religion est une dictature. Elle l'a toujours été. Quand la religion a un pouvoir, elle devient une dictature. Personne ne peut contester la parole de Dieu. Et comme n'importe quel homme de pouvoir peut inventer la parole de Dieu, et apparemment, on n'a jamais pu avoir Dieu qui vienne nous dire non, ça c'est pas vrai, je l'ai pas dit. Et il y a même, vous voyez, cette interprétation de la parole de Dieu. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui a commencé sous Donald Trump, et c'est ce que Ron DeSantis essaye de faire, c'est-à-dire que il mène une guerre. En fait, si vous voulez, au lieu d'entraîner la société dans la construction et dans l'investissement, il est comme tous les dictateurs, il a besoin d'un ennemi et pour motiver ses troupes. Et comment vous dire, le projet de détruire, de détester et de trouver un coupable à tous les maux de la société est un projet de paresseux qui a toujours tenté les autocrates et les dictatures. Mais Marc Lévy, pardonnez-moi de vous couper, on a compris l'idée, c'est parce qu'on arrive bientôt à la fin. Oui, à l'inverse, le camp d'en face, c'est ce que je vous dis, une sorte vraiment de ségrégation, de césure entre ces deux mondes. D'autres vont dénoncer justement ce diktat de ce qu'ils appellent le wokisme, la cancel culture, des sensitive readers, hein, c'est votre métier, hein, vous le savez, tracts qui pourraient offenser certaines minorités. Est-ce qu'on est en train d'assister à une révolution dans le monde de l'édition aussi? Mais c'est toujours la même chose, ça dépend du courage des hommes. Quand le patron d'une très grande maison d'édition anglaise fait réécrire Agatha Christie, il est le premier criminel. La littérature n'est pas faite pour être réinventée pour séduire plus. D'ailleurs, cet homme en faisant ça n'est plus un éditeur, ça devient un marchand de tromperie, puisqu'il pervertit il pervertit le travail. C'est très intéressant pour le lecteur de savoir que Agatha Christie était un peu raciste. Pourquoi le lui cacher? Pour continuer à la vendre? Mais c'est le contraire du métier d'un éditeur. Il y a une évolution de la censure de part et d'autre, et je crois que les éditeurs et les producteurs et les metteurs en scène ont une responsabilité énorme à résister contre ça, parce que sinon, c'est la censure de tout. Non, on a vraiment le sentiment d'une radicalité de part et d'autre. Hein. Vous parliez effectivement des républicains, de Donald Trump, mais à l'inverse, dans le camp démocrate, une forme de radicalité, en tout cas, sur ces sujets-là. Mais qui est tout aussi critiquable. Elle est quand même moins, parce qu'il ne faut pas exagérer. C'est beaucoup plus excessif du côté républicain. Là, les républicains sont entrés en campagne contre Barbie, vous voyez. Il y a quand même, pardon, mais il y a des trucs plus importants dans le monde à faire aujourd'hui, vous voyez, que de se demander si Barbie, vous voyez, de bon ton ou pas de bon ton. Enfin, franchement, chez les démocrates, c'est toujours sur des sujets extrêmement pointus, sensibles, liés à des communautés. Mais j'ai quand même l'impression que cette censure est beaucoup moins virulente. Et elle est beaucoup plus critiquée
au sein même du parti, enfin il me semble. Merci en tout cas Marc Lévy, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps et vous êtes à l'heure du petit déjeuner, vous, donc bon café à vous. Et puis on a hâte en tout cas de cette sortie dont on ne connaîtra pas le sujet, en tout cas pas aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous Marc Lévy en direct sur Sud Radio. Merci à vous et à toute votre équipe. Merci. Bonne journée. Au revoir. Et tout de suite, la suite des programmes avec Jacques Pessis en direct sur Sud Radio. Merci à vous.